Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Nicolas Dupont-Aignan est l'invité de l'épreuve de vérité ici au Salon de l'Agriculture. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous donc à ce rendez-vous de Public Sénat avec l'AFP, avec Radio Classique, également avec Les Échos. Vous répondrez dans cette émission à 3 grandes questions, sachant que vous êtes ici, bien sûr, c'est un passage obligé pour un candidat à la présidentielle, vous le président de Debout la France. Hein. Oui, c'est tous les ans d'ailleurs. Vous reviendrez c'est demain, pas simplement parce que jeudi, je serai là jeudi toute la journée. Jeudi, voilà. Et donc, pas seulement parce que c'est un passage obligé, parce que... Non, parce que chaque année je viens, même s'il y a beaucoup à dire sur le décalage entre la réalité, ce que vivent nos agriculteurs, et le salon. Voilà, ce qu'ils vivent, on sait, c'est pour beaucoup d'entre eux la misère. Ce sera d'ailleurs la première question que vous posera dans un instant Jean-Francis Pécresse. Comment sortir l'agriculture française de la crise et donc beaucoup d'éleveurs, notamment et d'agriculteurs de la misère. Deuxième question que vous posera Guillaume Dodin. Le climat actuel de la campagne présidentielle avec des invectives, avec des mises en cause, des magistrats, les médias, avec des violences également et puis des mots assez forts chez certains candidats. Est-ce que ce climat vous inquiète? Enfin, troisième question. La présidentielle sera-t-elle, selon vous, un référendum pour ou contre l'Europe? Vous répondrez tout à l'heure à Michael Zamès, mais d'abord une première question d'actualité. Nicolas Dupont-Aignan, la campagne présidentielle est également rythmée par les sondages. Ils sont quotidiens en ce moment. Vous les suivez? On les suit tous, on ne va pas faire semblant, mais on sait qu'ils valent rien. Ils ne valent rien? Non. Et alors, je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que les sondages, c'est une photographie à l'instant T qui est partielle. Souvenez-vous, M. Hamon, il était à 2% quand il a commencé sa campagne. C'est lui le candidat du Parti Socialiste. M. Fillon, il était à 8%. Et je ne parle pas des exemples étrangers. Donc, est-ce qu'on peut arrêter de parler que des sondages qui auto-entretiennent ceux qui nous gouvernent depuis tant d'années et qui nous font tant de mal? Je donne le chiffre vous concernant, puisque oui, vous le connaissez aussi bien. Entre 3 et 8 selon les sondages. Moi je dis 3 plutôt, 3%. Oui, alors on évidemment. se demande légitimement, où est votre espace politique? Eh bien, quand M. Fillon était face à M. Juppé et Sarkozy, vous, les journalistes, vous passiez votre vie à lui dire « Où est votre espace politique ?» Quand M. Hamon s'est présenté, tout le monde lui disait « Où est votre espace politique ?» Quand M. Trump s'est présenté, tout le monde ricanait en disant « Il est à 1%. » Alors, est-ce qu'un jour, on va arrêter de suivre des sondages qui sont payés par les grands partis et publiés dans des journaux qui appartiennent à certaines oligarchies? Donc moi, j'aimerais qu'on laisse les Français se positionner en fonction de ce qu'ils pensent et pas en fonction des sondages. Donc, laissez les Français juger. Tranquille. Ça veut dire que vous irez jusqu'au bout. Vous ne serez pas un second Yannick Jadot. Mais enfin, vous me prenez pour qui? J'ai des convictions à défendre. J'ai d'ailleurs, vous parlez des sondages, mais regardez aux dernières élections régionales, ça ce ne sont pas des sondages. J'ai fait près de 7% en Ile-de-France et mon parti a fait autant de voix que le front de gauche de M. Mélenchon. Donc pourquoi sortir toujours des sondages pour rabaisser les idées nouvelles? En vérité, vous savez, c'est un peu comme en économie. En France, je ne pense pas que Steve Jobs aurait inventé Apple dans son garage. On aurait dit, t'es petit, tu ne peux pas y arriver. Moi, je dis aux Français, c'est à vous de trancher, pas aux sondages. Ah, en tous les cas, un autre chiffre. Est-ce que vous avez vos 500 parrainages pour pouvoir vous présenter? On le saura à la fin de la semaine. Mais vous pouvez déjà nous dire je fais appel aux maires, les maires parrainent et j'espère que très vite, on aura les parrainages. Maintenant, ça ne dépend pas de moi. Et je fais appel aussi à l'indépendance des maires. Parce qu'il y a certains partis qui ne veulent pas du tout que je sois candidat. Et c'est dur en ce moment là pour vous? C'est pas facile parce qu'il y a des pressions terribles, mais on les aura. Vous les aurez. Oui. Alors, en tous les Sinon, cas, je ne serai pas là. Vous êtes un candidat déterminé, évidemment, Nicolas Dupont-Aignan. Et d'ailleurs, vous publiez dans quelques jours ce livre. Mon agenda de président, je vois 100 jours pour tout changer. Vous vous mettez déjà dans la peau de celui qui va entrer à l'Élysée. Personne n'a écrit un livre comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour que les Français aient l'idée précise de ce que je ferais pendant 100 jours si j'étais élu. Et il y en a tellement assez des promesses. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de Français qui croient aux promesses, à juste titre. Et en même temps, il y a des choix à faire fondamentaux pour les années à venir. Et je ne veux pas qu'on en reprenne pour 5 ans. Et tout est fait aujourd'hui, on va parler du climat de la campagne avec Guillaume Dodin, tout est fait pour qu'on ne parle pas des vrais choix politiques à faire, des vraies solutions à apporter au pays pour qu'on vive mieux en France. On va les aborder bien sûr dans cette émission, mais je note quand même que d'emblée vous dites que vous voulez tourner la page
de tous les pouvoirs qui se sont succédés dans notre pays et vous les traitez carrément d'incapables et de corrompus. Oui, On en parlera aussi dans et on va en l'émission. parler, c'est la réalité. Alors maintenant, j'accueille donc Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique. L'épreuve de vérité avec Radio Classique et Les Échos. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Michel, bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Alors question simple et à la fois très compliquée. Bonsoir Monsieur Pécresse. Comment sauver l'agriculture française de la crise? Tout simplement déjà en réglant la question majeure de la concurrence déloyale, en restaurant une organisation de marché, en protégeant nos agriculteurs, parce que ce qui est extravagant dans la situation d'aujourd'hui, c'est qu'on avait une politique qui marchait et que nos dirigeants incapables et corrompus, et je maintiens, ont détruit le cadre qui permettait aux agriculteurs de vivre. Je suis très bref. Qu'est-ce que vous entendez J'étais l'un par des là? seuls, Oui. Monsieur Pécresse. Et concrètement? Concrètement, j'étais l'un des seuls à que vous voulez dire, Ouais. sous Nicolas Sarkozy, quand François Fillon, Premier ministre, détruisait les quotas laitiers, que ça allait être une catastrophe industrielle agricole. On m'a dit, non, la suppression des quotas laitiers, tout va aller bien. Eh bien, on a vu le résultat. Et quand j'ai demandé au président Hollande de revoir cette décision dramatique de l'Europe, il a dit, je ne peux rien faire. Quand on a supprimé les prix garantis du lait, et supprimé le système des quotas, on condamnait à mort des milliers d'éleveurs. On le savait, ils le savaient. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils obéissent à Bruxelles et qu'ils n'ont plus le pouvoir en France. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que Oui. vous, le souverainiste, vous êtes pour le retour à une politique agricole commune européenne? Je Est-ce que vous défendez la PAC? Je l'ai toujours La PAC d'avant, mais la PAC. Non, j'ai toujours défendu l'idée d'une Europe organisée qui respecte les peuples, qui protège les nations. C'est-à-dire la première Europe. Une fois qu'on a construit la PAC, il y avait quoi? Il y avait une préférence communautaire, c'est-à-dire un protectionnisme communautaire. Il y avait un prix garanti, il y avait des organisations de marché. Et ensuite, les gouvernements français ont démissionné face à leurs partenaires et ont cédé. C'est-à-dire qu'on a détruit l'essence de la politique agricole commune et on a abouti à la pire des solutions, qui est un système dérégulé où on n'a même pas la protection que les éleveurs canadiens ou américains ont le droit d'avoir. Mais il faut bien une PAC, hein, il faut bien une politique agricole commune, Pas oui obligatoirement. ou non? Alors, je vais vous dire, soit on refait une négociation et on restaure une vraie politique agricole commune. Et à ce moment-là, on la Avec garde. des quotas de production, c'est ça ce que vous Bien voulez? sûr, et des prix garantis. Des prix garantis pour que les éleveurs ne vivent pas les éleveurs seulement, ne vivent pas de subventions, mais de prix garantis. C'était l'esprit de la PAC. Soit on revient à des prix garantis. Oui, des prix garantis, des organisations de marché qui régulent. Et à ce moment-là, on garde la PAC. Soit nos partenaires ne veulent pas, et on renationalise la PAC. L'esprit de la PAC, pardon, c'était la régulation des volumes, c'était Oui. pas la régulation des Oui, prix. mais il y avait des prix eux-mêmes, garantis, qui vous le étaient savez très bien. La conséquence de ça. Oui, c'était mais surtout les la deux vont régulation de ensemble. production. Pardonnez-moi, monsieur. Est-ce que quand vous entendez deux vont Marine Le Pen ce ensemble. matin, ici même, dire qu'il faut franciser les aides de la politique européenne, de la PAC, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas totalement, parce qu'elle part du principe qu'on ne peut plus rien reconstruire au niveau de la PAC. Et je pense qu'il faut d'abord essayer de reconstruire la PAC sur des bases solides. Et si on échoue, alors oui, il y aura toujours la possibilité de revenir à des aides nationales. Mais je pense, comme toujours, qu'il est préférable de renégocier la PAC, c'est-à-dire de mettre en place un système qui protège nos agriculteurs et qui fait que, comme au Canada, comme aux États-Unis, d'une autre façon, Oui, très différente. mais tous les pays protègent et financent leur agriculture. En tous les Et il n'y a cas. que l'Union européenne qui a détruit le système et qui met en péril de vie ou de mort nos exploitations et aussi nos éleveurs. Il y a ce chiffre terrible et je rendrai hommage jeudi aux centaines d'agriculteurs qui se sont suicidés. Il n'y en a plus. D'ailleurs, on ne donne même plus le chiffre, tellement ils ont peur d'avouer ce chiffre. Et vous savez, Mais- ce qui me rend... Non, juste un point. Oui, c'est très important. Ce Oui, qui me rend mais mal moi à aussi, l'aise... c'est important. Attendez, ce qui me rend mal à l'aise dans ce salon, c'est de voir tous ceux qui vivent de l'agriculture
qui sont en train de faire crever les agriculteurs. Oui, mais les agriculteurs français... Et ça, c'est inacceptable. Oui, mais pardon, mais les Mais vous pensez agriculteurs à qui, là français, ils savent aussi ce qu'ils doivent à la politique agricole commune européenne. Et ils savent Mais que plus s'ils maintenant, n'avaient pas les c'est pas vrai aides directes de la PAC, ils ne boucleraient C'est pas pas vrai leur fin Alors, de mois. Et Ils je vais ne vous dire boucleraient pas pourquoi leur c'est pas vrai. Ben écoutez, vous allez Attendez, répondre, non, mais je vais répondre tout de suite. vous allez répondre à la présidente par intérim de la FNSEA, justement, qui Très exprime bien. ce point de vue. C'est Christiane Lambert, et qui rejette donc effectivement les anathèmes contre l'Europe, d'ailleurs à l'instar de son prédécesseur Xavier Belin, à qui j'en profite pour rendre hommage. Les États-Unis sont grands, l'Amérique du Sud est très grande et organisée. Les pays d'Asie qui sont en pleine croissance sont organisés pour être puissants et solidaires. La France ne peut pas rester isolée. Le repli serait pas une bonne chose pour l'agriculture française, qui échange beaucoup, commerce beaucoup et qui tire aujourd'hui beaucoup de la valeur qu'elle génère, justement des marchés européens. Nous exportons d'abord vers l'Europe. Donc les agriculteurs français veulent mieux d'Europe. Mais ça veut rien dire, on nous répète ça depuis 20 ans. On nous répète ces âneries depuis 20 ans. Je le dis parce que il n'est pas question de fermer tout. Il est question d'avoir une concurrence loyale. Quand vous acceptez que des produits cancérogènes arrivent sur le sol français, quand vous acceptez que des agriculteurs européens utilisent des produits interdits en France, que d'un côté vous avez des normes très élevées en France et de l'autre une concurrence déloyale, quand vous cassez les quotas laitiers et que vous cassez toute l'organisation de marché, c'est l'Europe, elle est belle cette Europe-là. L'Europe, c'est ce qu'on en fait. Et c'est pas en ayant ce type de discours... Oui, mais pour Madame Lambert, l'Europe, c'est une possibilité fantastique d'exportation. Eh bien, en attendant... Vous citez par exemple le lait. Mais j'ai jamais dit... Attendez, je veux répondre. J'ai jamais dit qu'il fallait pas d'Europe. J'ai dit que quand il y a un tiers des agriculteurs qui gagnent moins de 350 € par mois, qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 3 jours, ces paroles sont indignes. Indignes. Parce qu'il y a un moment où il faut protéger des gens qui sont en train de mourir. Ce sont les paroles de la première organisation et alors, j'en ai rien à professionnelle. faire. Oui, mais est-ce que... Et je vais vous dire, la première organisation professionnelle, les agriculteurs commencent à en avoir assez, qu'elles ne les défendent pas. Et c'est pas en répétant l'Europe, l'Europe, l'Europe qu'on va y arriver. Il faut organiser l'Europe. Il ne s'agit pas de se refermer, il s'agit de défendre nos intérêts de manière calme, déterminée, et de permettre à nos agriculteurs d'avoir un prix rémunérateur, d'éviter que la grande distribution les exploite, d'alléger les charges salariales. En un mot, un plan de sauvetage complet que je propose. Et ce n'est pas en répétant l'Europe, l'Europe qu'on va y arriver, c'est au contraire en soignant les mots et en étant ferme à Bruxelles. C'est avec des discours comme ça depuis 15 ans qu'on a le désert agricole français. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Et j'invite les électeurs à l'élection présidentielle à se prendre en main et à arrêter ces bavardages. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que vous ne vous dites pas quand même par moment que votre remède risque d'être pire que le mal? Pas du tout. Est-ce que renfermer l'agriculture française sur ses frontières alors que c'est le deuxième exportateur européen, est-ce que vous ne vous dites pas vous confondez deux choses. Non mais il y a 9 milliards, attendez, on donne à l'Union européenne par an 21 milliards. 21 milliards. On en reçoit 14. On en reçoit 13 ou 14. Ouais, 14. Dans ces 13 ou 14... La PAC est bénéficiaire pour la France. Attendez, non. Dans ces 13 et 14, il y a les 9 de la PAC. Mais c'est de l'argent français. Donc quand on va commencer à faire comprendre aux Français que quand on marque c'est de l'argent européen, c'est faux. C'est leur argent qui part à Bruxelles. Bruxelles en garde le tiers pour subventionner nos concurrents. C'est-à-dire que l'argent des Français subventionne nos concurrents et on nous renvoie de l'argent et là on nous dit vous devez dire merci. C'est le même marché, c'est un seul marché européen de 500 millions de consommateurs. On a le sentiment que vous voulez ramener ce marché aux consommateurs français qui ne payent pas la création de valeur, qui ne payent pas les produits agricoles français à leur juste valeur. Vous ne comprenez pas une chose, le marché il n'est pas seulement européen, il est mondial. Bien sûr qu'il est mondial. Eh bien alors, est-ce que vous donnez de l'argent aux États-Unis? Est-ce que vous donnez de l'argent au Japon? Est-ce que moi je refuse de donner de l'argent? On n'a pas de droit de douane avec l'Europe, pardon. Il n'y en a pas non plus avec les autres. Je refuse de donner de l'argent à des pays qui, avec mon argent, suppriment les charges sociales et nous renvoient des travailleurs détachés qui ne payent pas les charges sociales en France. C'est surréaliste ce qui se passe. Je ne suis pas contre l'Europe, je suis contre un système qui nous tue à petit feu, qui nous met en concurrence déloyale. Et on n'a pas le droit de le dire en France. Mais est-ce qu'on ne peut pas, de manière raisonnable,
prévoir des organisations de marché qui nous protègent. Par exemple, dire à Bruxelles, maintenant ça suffit, on va avoir un système de protection communautaire, on va rétablir des quotas et des prix garantis, et si vous ne le voulez pas, on s'en va. Et vous ferez sans nous. Et je peux vous dire que les 8 milliards qu'on leur donne, ils leur servent beaucoup. Et ils les payent en plus, à des salaires exorbitants. Il n'y a pas une personne à Bruxelles, ni à Paris, dans les médias, dans la vie politique, qui accepterait d'être payé moins de 350 € pour travailler 70 à 80 heures par semaine. Il n'y a pas une personne qui accepterait ça. On est tous d'accord là-dessus. Eh ben, on n'est pas tous d'accord puisqu'on a pris les mesures. On a pris les mesures pour affaiblir nos agriculteurs. Donc maintenant, vous savez, c'est une question de survie. Et j'ai un projet politique pour que, justement, on réforme l'Europe, qu'on tape du poing sur la table, qu'on ait des dirigeants qui défendent les Français. Donc on va le faire tout seul, ça, parce qu'on n'a aucun partenaire européen qui nous suive dans cette voie-là. Mais ils vont nous suivre. Mais aucun de nous moi, je ne suis pas défaitiste. Aujourd'hui, ouais. Mais ils nous suivront, sinon on s'en va comme les Anglais. L'Europe du Nord, notre modèle de politique agricole aujourd'hui, ça leur convient très bien. Donc, ils feront sans nous. Ouais, ils feront sans nous. On s'en passera. D'accord. Très bien. Merci Jean-Francis. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Vous avez eu des mots très durs tout à l'heure. Très durs et je les assume. Sur certaines enseignes, j'imagine, ou certains organismes qui sont ici représentés sur le salon. Vous dites c'est eux qui font crever les paysans. Oui, mais à qui pensez-vous précisément? Je pense à une certaine grande distribution, je pense à ces sociétés comme Lactalis, je pense à toutes ces sociétés qui ont des stands absolument magnifiques ici. Mais s'il n'y a pas derrière des gens qui bossent, qui triment, qui se sacrifient, ils sont quoi eux? Et j'aimerais que l'État, le pouvoir politique, à un moment, fasse régner un peu de justice dans notre société. Et je peux vous dire que de payer le lait 4 à 5 centimes de plus ne va pas empêcher toutes les enseignes qui ont des belles enseignes dans ce salon de vivre. Et c'est le rôle de l'État, c'est le rôle du pouvoir politique à un moment de défendre son peuple. Et ça n'enlèvera rien aux grandes enseignes, mais c'est ce qu'on appelle les règles. Très bien. Il y a des règles dans la vie. En République, il y a des lois. Voilà. Et les lois ne doivent pas être faites pour les puissants en laissant mourir les faibles. La suite de l'épreuve de vérité avec Guillaume Daudin de l'agence France Presse qui nous rejoint maintenant. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Votre question à Nicolas Dupont-Aignan, candidat pour la seconde fois à l'élection présidentielle. Bonsoir Monsieur Dupont-Aignan. Bonsoir Monsieur Daudin. On voulait revenir avec vous sur les déclarations de François Fillon sur le climat de guerre civile dans la campagne. On a eu les concerts de casseroles à la fin de plusieurs de ces meetings. On a eu les manifestations avec le Front National à la fin du meeting de Emmanuel Macron à Toulon. On a eu les bus dégradés du Front National à Nantes ce week-end. Est-ce que vous partagez ce constat de François Fillon sur le climat de guerre civile? Je pense que les paroles sont très excessives. Parler de guerre civile, c'est excessif. En revanche, il y a un climat de tension. Et je pense qu'il y a le climat de tension parce que le débat n'est pas là encore. Et pas vous personnellement, les médias ont une immense responsabilité, et les hommes politiques aussi. C'est que si on ne parle pas des solutions, si on n'échange pas, personne n'a la vérité révélée. Mais s'il n'y a pas ce débat, on est à moins de 60 jours de la présidentielle et les vrais sujets ne sont pas abordés. Et donc, il y a une crispation populaire. Le sentiment que finalement, à quoi ça sert de voter? À quoi ça sert la démocratie? Puisque ce sont toujours les mêmes qui parlent, qui s'expriment, et ceux qui ont des idées un peu différentes, on les fait taire. Alors, écoutez, et j'en sais quelque chose, et on parlera sans doute de ce scandale du débat de TF1 on va y revenir. Du 20 mars. Écoutez, c'est un reflet de ce que vous dites, cette frustration des Français par rapport à ce débat. Ce sont ces éleveurs, ces agriculteurs qui s'expriment sur le salon et qui effectivement restent sur leur faim en ce moment. On est carrément encore hors sujet. C'est une place à prendre, ils se battent tous pour l'avoir. Ils promettent tous des grands programmes, des révolutions complètes à chaque fois. Et à chaque fois, la déception est la même, quoi. À l'heure actuelle, il y a quand même des sujets qui viennent troubler cette campagne présidentielle, qui sont quand même de dernière minute relativement un peu nuisibles, je dirais. On se focalise sur des affaires plus ou moins judiciaires en cours ou à venir. Et puis les sujets
qui me semble important, c'est-à-dire bon, la France, mais surtout la France dans l'Europe, mais surtout l'Europe dans le monde. Enfin, c'est ça le... On parle que des casseroles, que des affaires. Les vrais problèmes de politique, on ne les aborde pas. Les vrais problèmes que les gens voudraient que ce soit traité, je pense, ne sont jamais abordés. Voilà, propos recueillis par Quentin Calmet tout à l'heure, Guillaume. Voilà, on a ce monsieur qui parle des casseroles judiciaires et il y a François Fillon et Marine Le Pen qui sont un peu visés par ces affaires judiciaires, qui ont proposé une solution. En gros, c'est la trêve judiciaire pendant la campagne. Est-ce que c'est une bonne solution pour vous? Je ne crois pas. Quand il n'y a pas d'action judiciaire, on dit la justice n'est pas indépendante. Quand il y en a, certains s'en plaignent. Moi, écoutez, à Debout la France, il n'y a pas de casserole. À Debout la France, on a des propositions. J'étais le seul dans l'hémicycle quand même il y a 15 jours et j'ai pas vu les députés républicains de M. Fillon et j'ai pas vu les députés Front National pour voter le casier judiciaire vierge pour se présenter aux élections. Tiens, il n'y avait pas grand monde, on était 20 et il a fallu même se battre contre le gouvernement. Donc moi je fais des propositions, je suis candidat différent parce que je suis un homme politique profondément différent d'eux. J'ai rompu avec eux il y a 10 ans, j'ai pris mes risques. J'ai ramé, il y a de plus en plus de Français qui me soutiennent, c'est beaucoup plus dur que pour les autres, on me demande 10 fois plus d'efforts pour avoir le même temps de parole, j'en suis à 100 fois moins de temps de parole, et je suis convaincu qu'il y a une voie pour la France. Mais et donc, qui se démerdent avec leur casserole, mais moi, je veux proposer des choses différentes aux Français, c'est tout. Après, les Français jugeront. Mais de fait... Dans le débat public en ce moment, il y a ces affaires judiciaires. Pour vous, la justice ne doit pas s'arrêter. Mais elle ne doit pas s'accélérer avant les élections et elle ne doit pas s'arrêter. La seule remarque que je fais, c'est que si la justice traînait pas tant au fil de l'année, peut-être qu'il se réveillerait moins vite au dernier moment. En tous les cas, vous êtes sur la ligne. Ce que j'aimerais, c'est que la justice, elle passe naturellement et qu'elle ne soit pas si longue. Parce que le problème judiciaire français, que ce soit d'ailleurs pour le petit délinquant ou le délinquant en col blanc, c'est qu'on attend des années et que comme on attend des années, on ne sait jamais où on en est. Et ça profite au gros. Et ce que j'ai trouvé scandaleux, c'est le vote qui a eu lieu où la prescription des délits financiers a été arrangée par le monde politique et financier tout récemment. C'est quand même extravagant ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la prescription a été allongée pour les crimes et les délits. Et pour les délits financiers, alors là, ça a été remis au point de départ et non au point de naissance de l'infraction et pas à la découverte. Alors, vous reprochez à TF1 de ne pas vous inviter lors du premier grand débat de la présidentielle. Je crois que vous allez porter plainte, vous avez porté plainte. Mais je trouve... Qu'est-ce que vous avez fait exactement? D'abord, j'ai saisi le CSA, qui se détermine demain. Si le CSA ne fait pas respecter la loi sur l'équité, qui demande de prendre en compte les derniers résultats électoraux, j'ai fait autant de voix que le Front de gauche, je devrais être invité. TF1 ne se base que sur des sondages. Eh bien, si le CSA ne rappelle pas alors TF1, je saisirai le Conseil d'État pour cette affaire. Vous avez le sentiment de manquer d'invitation médiatique, c'est ça? Comment? Vous avez le sentiment de manquer de passage médiatique? Je regarde les chiffres. L'équité, c'est quoi? L'équité, c'est que j'ai fait 4% aux dernières européennes et régionales. Je devrais avoir mon parti 4% d'antenne. C'est ça l'équité. Vous savez à combien je suis là? Pour les 19 premiers jours? L'année dernière, 0,3% sur TF1, RTL, France Inter, 0. 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie politique française, on ne veut pas qu'émergent des courants nouveaux. On ne veut pas que les Français aient le choix. Et on les rend prisonniers d'un dilemme. Soit on continue avec ceux qui nous ont tués à petit feu, soit on part au Front National. À ce jour, je crois que TF1 maintient son projet le 20 mars d'un débat uniquement avec les 5 favoris. Et j'appelle les Français à boycotter cette chaîne. Boycotter TF1. Oui, parce que ce n'est pas le cas Dupont-Aignan qui est en cause. C'est la vision qu'on a de notre démocratie. Merci. Guillaume Daudin, troisième partie de l'épreuve de vérité. Maintenant, on change de thématique. Enfin, pas complètement. Pas complètement. Avec Michael Zamès de Public Sénat qui nous rejoint. Bonsoir Michael. Bonsoir Michel, bonsoir Monsieur Dupont-Aignan. Est-ce que cette élection présidentielle pour vous est un référendum pour ou contre l'Union européenne? C'est pas que ça, parce que je voudrais quand même rappeler ce que c'est qu'une présidentielle. On élit la personnalité qui nous représente, qui incarne la France, qui élève le débat. Et dans cette campagne, c'est pourquoi j'avais envie de débattre avec les autres. Quelle est notre philosophie de l'action?
comment on veut hisser le pays, comment on veut rassembler les Français. Je veux dire, il faudrait peut-être prendre un peu de hauteur. Alors, oui, monsieur Dupont-Aignan, vous entendez les pro-européens, les anti-européens. Vous avez raison. Je crois que le débat ne sera moins droite-gauche, mais il va être plus, est-ce que la France est encore maître de son destin? Et est-ce qu'on l'est de manière paisible ou plus excessive? Je voudrais que la France... c'est quoi? Attendez, je voudrais que la France reprenne son destin en main. Je suis patriote, humaniste. Voilà, je suis patriote, humaniste. C'est votre définition du candidat Nicolas Dupont-Aignan, oui, patriote, humaniste. Ben, un gaulliste, c'est quoi? C'est un patriote qui défend les Français et la France, mais qui le fait avec générosité et en rassemblant. Alors, laissez les élections se passer. Je n'ai pas à répondre, je suis candidat. Pas la main tendue de Marion Maréchal Le Pen. Arrêtez de me parler de X ou Y, je suis candidat à l'élection présidentielle. Elle vous interpelle directement. Mais moi je vous réponds, je m'adresse aux Français. Et les Français choisiront le patriotisme qu'ils préfèrent ou l'esprit de soumission d'un vieux système pourri. Et je pense que le patriotisme humaniste de bon sens que je propose est meilleur que celui du Front National, sinon je ne serais pas candidat. Mais vous dites qu'il va y avoir des surprises au cours de cette élection. Oui, et il y a une inquiétude qui monte à l'étranger particulièrement sur une possible victoire de Marine Le Pen au second tour. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que vous avez cette angoisse d'une victoire de la présidente du Front National? J'ai l'angoisse de voir mais là, ma question, c'est sur... Elle est précise, la question, attendez, Dupont-Aignan. Moi, je réponds ce que je veux, encore. Ah, bah la question, quand même, appelle une réponse. Je vous réponds que moi, j'ai l'angoisse de voir une élection présidentielle manipulée par un système aux abois qui veut nous rendre prisonniers d'un choix impossible. Et je veux offrir aux Français un vrai choix pour un beau patriotisme républicain et social avec des solutions sur l'emploi. On en a peu parlé, vous m'avez parlé des autres, mais pas de mes propositions. Sur l'hôpital public, sur la santé des médecins, les médecins dans zone rurale. Sur le monde rural, on est au salon de l'agriculture qui est en train de mourir. Un tiers des Français sont abandonnés. Les Français pourront lire votre livre si vous le souhaitez. Oui, ils pourront lire, mais c'est curieux. Quand vous invitez les autres, on pose des questions sur leur programme, moi on me pose des questions sur les autres. Il y a une question qui revient. Les autres, vous les voyez assez. Non, monsieur Je Dupont-Aignan. vous demande... Non, attendez. J'ai des propositions sur l'école publique, l'instruction publique. Avec un ministère de l'instruction publique. J'ai des propositions concrètes pour redonner confiance aux Français sur l'écologie, une écologie durable, pas ces espèces comment dire, d'originaux qui ont cassé les verres. J'ai des propositions et j'aimerais que les Français regardent mes solutions. Et quand ils vont voir la qualité du projet que je porte et la qualité des gens qui m'accompagnent, eh bien je pense qu'on peut changer les choses. Et je leur fais un appel à eux. Ne vous laissez pas intoxiquer et vous réveillez pas. Le 24 avril en vous disant « Ah mince, tiens, j'aurais dû réfléchir avant de voter. » Ça fait 30 ans que vous votez pour les mêmes. Il serait temps de changer. Monsieur Dupont-Aignan, c'est une question qu'on pose à tous les candidats à l'élection présidentielle. Oui. Si vous n'êtes pas au deuxième tour de l'élection présidentielle... Je n'envisage pas cette hypothèse. D'accord. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, je ne l'envisage imaginons une hypothèse. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Je ne l'envisage pas. Que ferez-vous? Parce que, je vais vous dire, pourquoi je refuse cette question. C'est parce que vous mettez dans la tête des Français qui n'auraient que ça comme choix. Et vous les conditionnez pour qu'ils votent ça au premier tour. Et ce faisant, vous interdisez aux Français de voter en leur âme et conscience. Eh bien, ce lavage de cerveau gigantesque, lavage de cerveau incroyable, sur toutes les chaînes de télé et de radio, c'est un lavage de cerveau. Et moi, je fais appel à l'intelligence des Français, à leur bonne conscience, à leur lucidité d'un vieux peuple millénaire qui a envie de vivre et qui n'a pas envie de partir dans des excès ou dans la médiocrité qu'on vit depuis 20 ans. Eh bien, je refuse ce conditionnement mental, médiatique et politique du peuple français. Je le refuse. Et je suis là justement pour l'éviter. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne veut pas m'inviter. Parce que cette question se posera au soir du débat, ça gênerait beaucoup ceux qui sont autour de la table. Ah, ici, vous pouvez le dire librement. Hein. Et je vous en remercie. C'est pas la première fois qu'on vous reçoit. Et je le sais. La question vous sera posée le soir du premier tour d'élection présidentielle. Mais non, parce que vous y avez déjà réfléchi. Vous y serez. Monsieur Michael Samès, vous devriez poser la question aux autres. Qu'est-ce que vous faites s'il y a Dupont-Aignan-Macron? On leur posera. Et en tout cas, je peux vous dire que si c'est Dupont-Aignan-Macron, il y a beaucoup plus de chances d'éviter Macron que si c'est Fillon-Macron ou Le Pen-Macron. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Je représente votre livre. Hein, oui, alors, mon agenda de présidence, ça sort le 8 mars. Parce que je raconte ma présidence. Oui, absolument. Pour faire mentir ceux qui pensent que c'est terminé d'avance. Et même vos ministres pressentis. Merci à vous. La semaine prochaine,
Retour en studio à Public Sénat. L'invité de l'épreuve de vérité sera Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS. Bonsoir à tous.